Donc là, j'ouvre une parenthèse, mais toujours dans cette vision, qu'est-ce que c'est cette histoire de puissance et définir les choses par la puissance? Je dis, il y a eu un moment très important, une tradition très importante, où il est très difficile historiquement de se repérer si vous n'avez pas des schémas, des repères, des points de reconnaissance. C'est une histoire, à première vue, ça paraît très différent de ce que je disais, c'est une histoire qui concerne ce qu'on a appelé le droit naturel. Et cette histoire concernant le droit naturel, il faut que vous compreniez ceci. Aujourd'hui, ça nous paraît à première vue très dépassé, je veux dire, aussi bien juridiquement que politiquement. Les théories du droit naturel dans les manuels de droit, par exemple, ou dans les manuels de sociologie, on voit toujours un chapitre sur le droit naturel, et puis on traite ça vraiment comme une théorie qui a duré jusqu'à Rousseau, Rousseau compris, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse à ça, au problème du droit naturel. C'est pas faux, mais en même temps, il faudrait que vous sentiez qu'à ce moment-là, si on a une vision trop scolaire, c'est terrible, parce qu'on passe à côté des choses et de ce pourquoi les gens se sont vraiment battus théoriquement. On passe à côté de tout ce qui est important dans une question historique. Je dis ceci, et vous allez voir pourquoi je le dis maintenant, et en quoi c'est vraiment au cœur du stade où j'en suis. Je dis, pendant très longtemps, il y a eu une certaine théorie du droit naturel qui consistait en quoi? Finalement, elle me semble importante historiquement parce qu'elle a été le recueil de la plupart des traditions de l'Antiquité et le point de confrontation du christianisme avec les traditions de l'Antiquité. À cet égard, il y a deux noms importants pour cette conception classique du droit naturel. C'est d'une part Cicéron, qui recueille, dans l'Antiquité, qui recueille toutes les traditions platoniciennes, aristotéliciennes et stoïciennes sur le sujet. Et il fait une espèce de présentation du droit naturel dans l'Antiquité qui va avoir une très très grande importance. Et c'est dans Cicéron que les philosophes chrétiens ou les juristes chrétiens prendront, plus d'autres auteurs, mais avant tout dans Cicéron, que se fera cette espèce d'adaptation au christianisme du droit naturel, notamment chez saint Thomas. Donc là, on a une espèce de lignée historique que je peux appeler par commodité, pour que vous y repériez, la lignée du droit naturel classique. Antiquité, christianisme. Or, qu'est-ce qu'ils appellent le droit naturel? En gros, je dirais ceci, c'est que dans toute cette conception, le droit naturel, ce qui constitue le droit naturel, c'est ce qui est conforme à l'essence. Je dirais presque qu'il y a comme plusieurs propositions dans cette théorie classique du droit naturel. Je voudrais juste que vous les reteniez, parce que quand je vais en revenir à la puissance, il faut que vous ayez présent à l'esprit ces quatre propositions. Oui, quatre propositions. Quatre propositions de base qui seraient à la base de cette conception du droit naturel classique. Première proposition, une chose se définit par son essence. Le droit naturel, c'est donc ce qui est conforme à l'essence de quelque chose. L'essence de l'homme, c'est animal raisonnable. Ça définit son droit naturel. Bien plus, en effet, être raisonnable, c'est la loi de sa nature. La loi de nature intervient ici. Voilà la première proposition. Donc, référence aux essences. Deuxième proposition, dans cette théorie classique. Dès lors, vous comprenez,
le droit naturel ne peut pas renvoyer, et c'est très frappant chez la plupart des auteurs de l'Antiquité, c'est bien comme ça, le droit naturel ne renvoie pas à un état qui serait supposé précéder la société. L'état de nature n'est pas un état pré-social. Surtout pas, il ne peut pas l'être. L'état de nature, c'est l'état conforme à l'essence dans une bonne société. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne société? On appellera une bonne société une société où l'homme peut réaliser son essence. Donc l'état de nature n'est pas avant l'état social. L'état de nature, c'est l'état conforme à l'essence dans la meilleure société possible, c'est-à-dire la plus apte à réaliser l'essence. Voilà la seconde proposition du droit naturel classique. Troisième proposition du droit naturel classique. Elles en découlent. Ce qui est premier, c'est le devoir. Ce qui est premier, c'est le devoir. On a des droits pour autant qu'on a des devoirs. C'est très pratique politiquement, tout ça. C'est les devoirs. En effet, qu'est-ce que c'est que le devoir? Là, il y a un terme, il y a un concept de Cicéron qui est propre au latin, qui est très difficile à traduire, et qui indique cette idée de devoir fonctionnel, des devoirs de fonction. C'est le terme officium. Et un des livres de Cicéron les plus importants du point de vue du droit naturel, c'est un livre intitulé De Officiis, au sujet des devoirs fonctionnels. Et pourquoi c'est ça qui est le premier, le devoir, dans l'existence? C'est que les devoirs, c'est précisément les conditions sous lesquelles je peux au mieux réaliser l'essence. C'est-à-dire avoir une vie conforme à l'essence, dans la meilleure société possible. Quatrième proposition, enfin, il en découle une règle pratique qui aura une grande importance politique. Cette règle pratique, on pourrait la résumer sous le titre « La compétence du sage ». La compétence du sage. En effet, c'est quoi le sage? C'est quelqu'un qui est singulièrement compétent dans les recherches qui concernent l'essence et tout ce qui en découle. Le sage, c'est celui qui sait quelle est l'essence. Donc il y a un principe de compétence du sage, parce que c'est au sage à nous dire quelle est notre essence, quelle est la meilleure société, c'est-à-dire la société la plus apte à réaliser l'essence, et quels sont nos officiats, quels sont nos devoirs fonctionnels, c'est-à-dire sous quelles conditions nous pouvons réaliser l'essence. Tout ça, c'est la compétence du sage. Et à la question « À quoi prétend le sage classique ?» il faut répondre « Le sage prétend déterminer ce qu'est l'essence, et dès lors il en découle toutes sortes de tâches pratiques, d'où la prétention politique du sage. » Donc si je résume cette conception classique du droit naturel, dont les principes, vous comprenez pourquoi le christianisme sera très intéressé du coup, par cette tradition antique du droit naturel, il va l'intégrer dans ce qu'il appellera la théologie naturelle, il va en faire une pièce d'essence. Deuxième proposition, la loi de nature n'est pas pré-sociale, elle est dans la meilleure société possible, c'est la vie conforme à l'essence dans la meilleure société possible. Troisième proposition, ce qui est premier, ce sont les devoirs sur les droits, car les devoirs, c'est les conditions sous lesquelles vous réalisez l'essence. Quatrième proposition, dès lors, il y a compétence de quelqu'un de supérieur. Que ce soit l'Église, que ce soit le prince ou que ce soit le sage. Ça
n'implique pas nécessairement ça, qu'une compétence extérieure. La compétence du sage, ah si. Il me semble qu'elle en découle, enfin nécessairement, pas mathématiquement, mais nécessairement elle en découle d'une certaine manière. Car si tu dis, je définis une chose par l'essence, et j'en tirerai les conditions sous lesquelles l'essence doit être réalisée, cela renvoie à un savoir. Il y a un savoir des essences. Donc l'homme qui sait les essences sera apte à nous dire en même temps comment nous conduire dans la vie. Se conduire dans la vie sera justiciable d'un savoir, au nom de quoi je pourrais dire c'est bien ou c'est mal. Il y aura donc un homme de bien, de quelque manière qu'il soit déterminé, comme homme de Dieu ou comme homme de la sagesse, qui aura une compétence. Il me semble que c'est impliqué. Bon, voilà. Retenez ces 4 propositions. On va se reposer.